Un fantôme traverse l'Atlantique. Le Pentagone panique. La Caraïbe retient son souffle. Il y a 48 heures, les radars du Southern Command, en Floride, ont capté une anomalie que personne n'attendait. Depuis des décennies, l'Atlantique était une chasse gardée, surveillée de près par Washington, Londres et Paris. Rien ne bougeait sans leur accord. Ils contrôlaient les routes, les assurances, les paiements. Et puis, soudain, une flotte inconnue surgit sur les écrans. Pas des destroyers américains, ni des frégates anglaises, mais des cargos battant pavillon burkinabé, escortés dans l'ombre. Les analystes du Pentagone hésitent à croire ce qu'ils voient. Une armada marchande, partie d'Afrique de l'Ouest en direction de la Caraïbe, en brisant tous les codes. Les médias se bousculent. C'est la résurrection de la Black Star Line, le rêve volé de Marcus Garvey, qui renaît, 100 ans après sa destruction par le FBI. Mais cette fois, Garvey s'appelle Ibrahim Traoré, capitaine sans mer, qui a rassemblé dans le secret une capacité maritime là où on ne l'attendait pas. Ce n'est pas un exercice. Le blocus occidental vacille, et la possibilité d'un commerce direct, sans dollars, sans euros, sans intermédiaire colonial, devient soudain bien réelle. Et si l'on ratait ce moment? Si on passait à côté de la première brèche, en un siècle, dans le mur de l'ordre mondial? Car derrière ces cargos, c'est l'espoir d'une souveraineté retrouvée qui se joue. Prix du pain, énergie, dignité. Les puissances vacillent, la peur change de camp. Pour comprendre comment une flotte africaine sans accès à la mer a pu défier les maîtres de l'Atlantique, il faut revenir à l'origine de cette révolution silencieuse. À l'origine, une idée interdite, contrôler sa propre survie. C'est simple, c'est humain, mais dans l'histoire de l'Atlantique, ce fut longtemps un crime impardonnable. Il y a plus d'un siècle, un homme rêvait d'arracher l'Afrique et sa diaspora à la dépendance, Marcus Garvey. En 1919, il fonde la Black Star Line, une flotte marchande censée relier l'Afrique à la Caraïbe, une ligne directe, sans maître, sans permission, hors du contrôle colonial. Son projet, briser la chaîne qui enfermait les peuples noirs dans la pauvreté et le diktat des puissances occidentales. Garvey voulait transporter bien plus que des passagers ou des marchandises. Il voulait déplacer la souveraineté, l'espoir, la dignité. Mais le rêve ne dura pas. Les services secrets américains, le FBI, infiltrent, sabotent, détruisent la Black Star Line. Garvey lui-même est jeté en prison, réduit au silence, effacé du jeu. Le message est clair. Pas question de tolérer une Afrique ou une diaspora autonome capable de commercer sans passer par Londres ou New York. Depuis, le contrôle occidental ne fait que s'accroître. Le monde s'organise autour du dollar, puis de l'euro, du système SWIFT, ces réseaux invisibles qui, en un clic, coupent l'accès aux paiements, bloquant les cargaisons, étranglent des nations entières pour protéger le monopole occidental. Ainsi, l'Atlantique devient un mur. On ne traverse plus, on subit. Qu'il s'agisse de blé, d'engrais, d'énergie ou de devises, tout passe par les anciens maîtres. Les prix du pain, du carburant, du ciment sont décidés loin des marchés africains ou caribéens. Les famines, la misère, la dette sont des outils de contrôle plus efficaces que n'importe quelle armée. Comprendre ce passé, c'est comprendre pourquoi chaque tentative d'indépendance logistique, ce rêve d'un commerce direct, digne, entre l'Afrique et la Caraïbe, a été étouffée, parfois dans l'œuf, parfois dans le sang. Ignorer cette histoire, c'est rester prisonnier du récit imposé. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas les moyens. Acceptez l'aide, la dette, la dépendance. Mais voilà que soudain, la Black Star ressurgit, non plus sous le drapeau d'un empire, mais portée par le Burkina Faso et l'Alliance des États du Sahel. Un pays sans littoral, sans flotte historique, qui vient bouleverser la partie là où même les empires ont échoué. Comment une telle audace est-elle possible? Comment le Burkina Faso a-t-il ouvert une brèche dans ce verrou atlantique, sans armes, mais avec des navires? Quand la géographie se plie devant l'alliance et l'audace, tout bascule. Ce qu'on pensait impossible devient soudain réalité. Le Burkina Faso, pays sans littoral,
et ses alliés du Sahel brisent le mur de l'Atlantique. En secret, Traoré orchestre la création de la Sahel Maritime Alliance, une opération qui défie toutes les règles. Il négocie avec ruse des accès portuaires au-delà des sanctions, mobilise navires et technologies venus de partenaires inattendus, assemble une flotte invisible aux radars occidentaux. Pas de dollars, pas d'assurances européennes, pas de banques new-yorkaises à bloquer. Tout repose sur des circuits alternatifs, sur la confiance, l'ingéniosité et la volonté de s'affranchir. Le convoi est une déclaration. À son bord, des engrais, clé de la souveraineté alimentaire car le Sahel et la Russie pèsent désormais lourd dans la production mondiale. Ces sacs d'engrais, pour la Jamaïque par exemple, ce sont des récoltes accessibles, des prix qui s'effondrent, la fin de la dépendance chronique aux importations américaines. Ensuite, l'énergie, du carburant raffiné, qui ne transite plus par les circuits occidentaux et échappe ainsi aux marges imposées, permettant aux foyers et aux entreprises caribéennes de respirer. Et puis, l'or, de l'or physique, destiné à fonder une banque commune Afrique-Caraïbes, à créer une zone monétaire immunisée contre les caprices du dollar. Mais le plus précieux des cargaisons ne se compte ni en tonnes ni en dollars. C'est l'espoir. L'espoir qu'un commerce direct, équitable, remplace la vieille route triangulaire de l'esclavage et de l'exploitation. Ce n'est pas une opération clandestine. Les transpondeurs sont allumés, la progression de la flotte est suivie en temps réel, sous le regard sidéré des analystes occidentaux. À Washington, c'est la stupeur. Comment n'ont-ils rien vu venir? Les services de renseignement n'avaient pas anticipé ce coup de maître logistique. Et pire, toute intervention risquerait de déclencher un incident majeur. Les rumeurs de protection militaire, peut-être des ombres russes ou des drones iraniens, planent sur l'Atlantique. Tenter de bloquer la flotte serait un acte de guerre. Traoré pose la question. Voulez-vous vraiment couler ces navires et allumer l'incendie qui embraserait toute la région? C'est un bras de fer inédit. L'Occident sent son contrôle sur l'Atlantique lui échapper. L'ordre de Monroe vacillait. Pour la première fois, les puissances qui dictèrent la loi découvrent leurs limites face à une alliance qui n'a pas besoin de leurs outils. Dans les rues de Kingston, l'émotion est palpable. Les anciens Rastafari lèvent les yeux vers la mer. On vous l'avait dit, les navires reviendraient. Les jeunes, fascinés par la haute technologie déployée par le Sahel, se demandent « Pourquoi pas nous ?» L'incapacité des élites locales éclate au grand jour, contrastant avec l'audace et la maîtrise de la junte sahélienne. Ailleurs, à Cuba, en Haïti, au Venezuela, le souffle d'une ère nouvelle parcourt les esprits. Si la route Afrique-Caraïbes s'ouvre, c'est un modèle imparable pour les nations aspirant à la souveraineté. Même les poids lourds du Sud comme le Brésil ou l'Afrique du Sud prennent note. L'ordre mondial vacille, la multipolarité devient concrète. Dans cette bataille, la logistique devient plus puissante que les armes. Mais c'est à Kingston que tout va se jouer. Alors que la flotte approche, la pression monte sur les politiques caribéens, tiraillés entre la peur et l'espérance. Leur silence devient assourdissant, car bientôt, il leur faudra choisir. Rester sous tutelle ou s'emparer de leur destin. Échec et mat politique. Qui osera bloquer le pain des siens? Sur les quais de Kingston, ce n'est plus seulement la chaleur du soleil qui fait monter la tension. C'est celle des foules, massées face à la mer, les yeux rivés sur l'horizon. La Black Star Fleet approche, malgré le silence pesant des autorités locales. Les rues bruissent de rumeurs, de chants, de colère contenue. Les gens ne demandent qu'une chose, que les navires accostent et déchargent leurs précieuses cargaisons. Blé, riz, huile, pièces détachées, panneaux solaires, tout ce que l'Occident a rendu rare et cher, est là, à portée de main, à portée de rêve. Pour le Premier ministre jamaïcain, c'est l'heure de vérité. Obéir à Washington ou répondre à la nation? La Maison-Blanche insiste. Ne laissez pas entrer la flotte, prétexte sécuritaire à l'appui. Mais dans la rue, le peuple gronde. Les ports sont sous tension. Les manifestants savent que ce n'est pas qu'une question de bateau, mais de souveraineté. Bloquer la Black Star Fleet, c'est refuser l'espoir d'échapper à la vie chère, à la faim, à la dépendance.
c'est choisir l'obéissance aux puissances étrangères plutôt que la dignité de son propre peuple. La scène est inédite. Des dockers, des familles entières, des jeunes en uniforme scolaire, tous attendent. L'arrivée de cette flotte n'est pas qu'un simple événement logistique, c'est un séisme symbolique. On murmure déjà que si le gouvernement cède à la pression américaine, il pourrait bien perdre la rue, et plus encore. Les émeutes couvent. On se demande, la force publique tirera-t-elle sur ses propres citoyens pour défendre les intérêts d'autrui? Beaucoup dans la police et l'armée hésitent. Certains voient dans Traoré et l'Alliance des États du Sahel une incarnation de l'intégrité, là où eux-mêmes sont fatigués de servir de rempart à une élite déconnectée. La panique gagne les élites, tandis que l'espoir enflamme les quartiers. Les images de la Black Star Fleet en direct sur les réseaux sociaux, les journalistes internationaux à bord, les cales transparentes, rien n'est laissé au hasard. Impossible d'invoquer la contrebande ou le secret. Tout est montré, jusqu'au dernier sac de grains. Si les autorités tentent une interception, le monde assistera à la saisie, en pleine lumière, de vivres destinés aux pauvres. Ce serait un suicide politique et médiatique. Mais la Jamaïque n'est pas seule à vivre ce dilemme. À Port-au-Prince, à Caracas, à La Havane, la nouvelle cour, un corridor commercial insoumis est en train de naître. Les peuples caribéens et sud-américains regardent la mer avec la même impatience, la même colère, le même espoir. Car si la Black Star Fleet parvient à accoster, c'est tout le Sud global qui comprend qu'il n'est plus condamné à la pénurie organisée par les sanctions. Une brèche s'ouvre dans le blocus invisible, et chacun se demande « Pourquoi pas nous ?» Pourquoi le Burkina Faso, enclavé, ose-t-il là où nos propres États maritimes n'osent plus rien? Le risque est immense pour ceux qui détiennent le pouvoir, perdre non seulement leur légitimité, mais leur survie politique. Pour les peuples, c'est la perspective, enfin, de sortir du cycle de dépendance. La promesse de fixer eux-mêmes le prix du pain, de la lumière, de leur avenir. Et ce moment ne passe pas inaperçu. Au-delà de la Caraïbe, le monde entier observe, fébrile, ce précédent inédit qui pourrait bien tout changer. Quand la mémoire devient arme et le cargo manifeste. La Black Star Fleet, ce n'est pas juste une série de navires qui traversent l'Atlantique. C'est une brèche dans l'histoire, une faille logistique que personne n'avait osé ouvrir. D'abord, regardons la tactique. Ces cargos ne sont pas de simples bateaux. Leurs itinéraires sont imprévisibles, marqués par des signatures fantômes, rendant toute tentative d'interception ou de sanction quasi impossible. Les paiements, entièrement décentralisés, échappant aux réseaux bancaires occidentaux, donc aux pressions et aux blocages habituels. À bord, des équipages mixtes, burkinabés, maliens, nigériens, mais aussi caribéens, ghanéens et même quelques brésiliens. Le message est clair. L'Afrique et sa diaspora ne font plus qu'un. Et cette union n'est plus un slogan, mais une réalité tangible. Mais le plus révolutionnaire, c'est la transparence. Ces navires sont filmés en continu, 24 heures sur 24. Chaque sac de blé, chaque conteneur est visible en direct par le monde entier. On ne cache rien, on expose tout. C'est une transparence totale, une arme retournée contre la propagande occidentale. Si une puissance tente d'intervenir, si un État bloque, alors ce sont les images de militaires fouillant les vivres pour les pauvres qui feront le tour du globe. Impossible de justifier le blocus, impossible de camoufler la réalité derrière un récit de contrebande. Ici, le pain n'est pas un crime. Et la symbolique du Black Star? Elle rallume partout la flamme du panafricanisme. Les descendants de Garvey, les héritiers de Sankara, voient dans cette flotte la concrétisation d'un rêve séculaire, celui d'un commerce libre, souverain, sans l'intermédiaire imposé de l'Occident. Au Ghana, en Jamaïque, au Brésil, partout où la diaspora a été éparpillée, la rumeur enfle. Il est possible, enfin, de reprendre la main sur son destin collectif. Les discussions ne tournent plus autour du retour touristique, mais d'un retour structurel. Investir, bâtir, échanger, ensemble. Ces navires sont littéralement les veines qui reconnectent un corps séparé depuis trop longtemps. Ce modèle, il fascine bien au-delà de l'Atlantique.
Partout dans le Sud, des gouvernements observent. Et si nous aussi, on pouvait contourner les sanctions? Et si la logistique, la tech et la solidarité devenaient les armes d'une nouvelle décolonisation économique? Le choc à Washington, à Paris, c'est moins la flotte elle-même que le précédent qu'elle crée. Si une puissance africaine enclavée peut briser l'embargo, pourquoi pas l'Amazonie, l'Indochine ou même les petites îles du Pacifique? Mais l'opportunité qu'offre le Black Star Fleet est à double tranchant. Si les peuples et les gouvernants hésitent, si personne n'ose accueillir la cargaison, alors le carcan des sanctions, la dépendance au dollar, à l'assurance européenne, tout cela restera intact. Au contraire, s'engager, ouvrir les ports, c'est risquer la confrontation, le chaos politique, la désinformation. C'est avoir le courage de défier non seulement les grandes puissances, mais aussi ses propres peurs. Parce qu'une fois la brèche ouverte, il sera impossible de revenir en arrière. Le pain du Burkina remplacera-t-il enfin le pain rassis de la dépendance? La dignité collective s'éveillera-t-elle? Ou la peur refermera-t-elle la fenêtre ouverte? Reste une question, lourde d'attente. Qu'adviendra-t-il quand la première cargaison sera déchargée? Le navire est au port. La cargaison attend. Qui saisira la corde? Il y a des moments dans l'histoire où tout bascule, où la peur cède la place à l'audace et où la fatalité n'a plus sa place. Aujourd'hui, ce moment est devant nous. Voilà plus de 4 siècles qu'on nous vend le même pain rassis, fabriqué loin de nos terres, fixé à des prix décidés par d'autres, imposé par la force ou la dette. On nous a appris à baisser les yeux devant l'ordre établi, à croire que le commerce transatlantique ne pouvait se faire qu'à sens unique, que notre sort était déjà scellé. Mais aujourd'hui, la Black Star Fleet défie cette logique, non pas par la violence, mais par la volonté. Le blocus n'a pas tenu face à la détermination africaine. Ce qui a échoué hier par la force, réussit aujourd'hui par l'audace collective. La flotte burkinabé et celle de l'Alliance des États du Sahel ont brisé le cercle vicieux. Elles n'attendent rien, elles proposent. Les cargaisons sont là, visibles, légales, prêtes à nourrir et à relier des peuples séparés contre leur gré. Ce n'est plus un rêve, ce n'est plus un slogan, c'est un fait. Ce que Marcus Garvey entrevoyait, ce pont direct entre l'Afrique et la Caraïbe, existe enfin. Les puissances qui contrôlaient l'Atlantique regardent, impuissantes, les quais s'animer d'une vie nouvelle. Les critiques occidentaux, d'habitude si promptes à juger ou à stigmatiser, sont soudainement réduits au silence. Pourquoi? Parce que la vérité est trop simple à ignorer. Nourrir les siens n'est pas un crime, mais un devoir. Et ce devoir, il s'étend désormais d'une rive à l'autre de l'océan. Les tractations diplomatiques s'affolent. Même les alliés traditionnels de l'Occident cherchent, en coulisses, à rejoindre le mouvement. La gravité de la Black Star Fleet attire tout le monde, car personne ne veut rester à quai pendant que l'histoire lève l'ancre. Mais ne nous trompons pas, ce moment n'est pas éternel. Laisser passer cette chance, c'est accepter de demeurer prisonnier d'un système qui ne survit que parce qu'on y croit encore. Saisir la corde, c'est choisir l'espoir, la dignité retrouvée, le droit de fixer soi-même le prix de son pain et la provenance de son énergie. C'est accepter de faire partie d'un destin collectif qui ne dépendra plus du bon vouloir de quelques banquiers ou d'un amiral lointain. Traoré et l'Alliance ont montré la voie, ils ont construit le navire, traversé l'Atlantique et ouvert la voie à un commerce souverain. Reste à savoir, qui aura le courage d'attraper cette corde? Qui osera changer la vie quotidienne, ouvrir des marchés, rendre à la Caraïbe et à l'Afrique leur pouvoir d'agir? La décision est entre vos mains. Le vaisseau est là, moteur allumé, prêt à larguer les amarres vers un avenir inédit. Le choix est simple, mais il est lourd de conséquences. Rester spectateur du vieux monde qui s'effondre, ou devenir acteur du siècle qui s'ouvre. La peur ou l'espoir. La dépendance ou la souveraineté. Le pont est jeté, la main est tendue. Qui saisira la corde?